jusqu'à 16h30, comment co-construire un commun durable pour transformer votre système d'apprentissage. Et donc, avec 3 structures, Humans Matter, Otis Formation et Strat École de Design. Je fais une petite intro que vous avez peut-être déjà eue si vous avez été à d'autres ateliers, mais c'est pour mettre un peu de contexte. L'atelier que vous vous apprêtez à suivre s'inscrit dans le festival, dans le cadre du Festival de l'Apprendre, qui est impulsé par la Maison de l'Apprendre. Et c'est une initiative qui est globale, internationale, puisqu'elle s'inscrit sous la bannière du Learning Planet Festival, qui est en partenariat avec le Learning Planet Institute et l'UNESCO, avec enfin voilà, il invite toutes les personnes qui veulent apprendre à prendre soin d'elles, des autres et de la planète à venir participer aux ateliers. Et donc, le festival a encore plein de propositions jusqu'à samedi, avec une grande journée de fête samedi en présentiel à Lyon. Il y a encore un peu de distanciel, il me semble. Voilà, donc un grand merci aux trois intervenants qui nous donnent de leur temps et de leur expertise à notre grand bénéfice. Un grand merci à vous et puis je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'atelier. Petite juste détail. Merci Anne-Laure. Ouais, pensez à bien couper vos micros, mais peut-être que vous avez déjà réglé ces petits détails techniques pour la logistique pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Et voilà, rien d'autre. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Super. Merci. Alors, il y aura essentiellement 2 discutants. Hein. Pour ma part, je vais me contenter de faciliter un peu cet échange. Et puis, on sera ravis d'échanger avec vous, surtout dans la salle après. Donc, je vais vous présenter Alexandre Bossier, qu'on voit là devant son petit ordinateur, voilà, qui est associé et directeur de l'innovation de Humans Matter. Il anime donc des projets de recherche et d'innovation avec les sciences cognitives essentiellement, mais aussi avec sa sensibilité qui est à la fois technophile, c'est lui qui le dit, et centrée sur l'expérience humaine, l'intelligence collective et le design. Donc notamment dans ce cadre-là, il est à l'initiative de l'Université du facteur humain que certains d'entre vous connaissent peut-être et du projet Essaim qu'on va évoquer un peu plus tard dans la discussion. Et on aura aussi Christophe Gage, donc qui est juste au-dessus sur l'écran. Qui est dirigeant fondateur d'Otis Formation, donc vice-président de la Fédération nationale des UROF, donc c'est un regroupement d'organismes de formation qui est notamment actif dans le champ de l'ESS, économie sociale et solidaire. Et depuis 25 ans, il œuvre pour le rapprochement entre pédagogie et recherche en SHS pour renforcer l'inclusion professionnelle et l'accès à l'emploi. Voilà, introduction très rapide. Pour ma part, donc je suis Estelle Berger, je suis designer et enseignante-chercheuse à Strat, une école de design. Mes axes de travail concernent surtout l'accompagnement des transitions et la transformation des organisations dans ce cadre-là. Et je fais partie notamment de la première promo Dessin qu'on va avoir l'occasion de vous présenter un peu plus en détail. Donc aujourd'hui, on va parler des démarches basées sur des communautés apprenantes pour construire des parcours d'apprentissage qui soient réellement transformateurs pour les publics. Donc, avant de commencer, on précise que ça va de soi, mais on ne parle pas d'acquisition de compétences techniques, de savoir-faire qui soient duplicables de contexte en contexte, mais de compétences qui sont plutôt d'ordre méta, c'est-à-dire celles qui nous permettent d'exercer notre réflexivité, y compris auto-réflexivité, qui nous permettent d'apprendre à apprendre. Donc, c'est des choses qui sont complexes à reconnaître et à évaluer parce que c'est très compliqué, en fait, et la littérature scientifique à plusieurs propositions aussi, et les choses ne sont pas tranchées entre ce qui relève des dispositions personnelles, de la situation, des interactions, ce qui est dans l'environnement, dans les individus et dans la spécificité de chaque cas. Je vais commencer par donner la parole à Alexandre sur ce sujet, en fait, parce que dans vos recherches avec Humans Matter, vous développez un modèle théorique et méthodologique autour de la capacité d'agir. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette capacité d'agir, c'est pour toi une dimension déterminante et quels en sont les facteurs ? Oui, c'est une vaste question. La façon dont effectivement on aborde les choses, c'est que, enfin déjà les premiers éléments de constat, c'est que, il y a une forme de consensus général qui se dessine sur le fait que, en fait, il faut développer de nouvelles compétences de façon générale.
enfin de façon vraiment complètement transverse à tous les contextes, à toutes les tranches d'âge, et par rapport à tous les enjeux que l'on peut raccrocher à l'employabilité. Voilà, c'est-à-dire que on ne va pas tomber dans la litanie de toutes les transformations en cours et à venir, mais il y a quand même un consensus très fort sur le fait que on va dire les investissements de formation, qui soient financiers, humains, etc., doivent assez massivement se rediriger vers voilà, ce qu'on peut qualifier parfois de soft skills, de compétences générales, de compétences transverses, de savoir-être professionnel, de compétences psychosociales, etc., etc. Et puis maintenant, l'AFNOR semble être en train d'aller sur une terminologie autour d'habiletés socio-cognitives. Donc voilà, donc il y a un consensus assez fort sur le fait qu'il faut aller vers ce type de compétences, mais il y a en fait pas de consensus du tout sur ce qu'elles sont précisément. Donc c'est-à-dire comment on les définit, comment on les approche, comment on les mesure, comment on évalue l'efficacité des parcours et donc des investissements qui visent à les développer. Et effectivement, nous, dans nos recherches, ce dont on s'est rendu compte, c'est que en fait, cette question-là restait majoritairement, enfin très majoritairement adressée par le biais en fait soit des sciences de gestion, soit des sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'on abordait ces choses-là par les prismes en fait organisationnels et non pas tant que ça en fait par les aspects humains. C'est-à-dire en fait comment l'humain se développe, comment il interagit avec son environnement, sur quelle capacité humaine repose cette faculté à se construire dans son environnement. Voilà, on a fait toute une revue de littérature, etc. On s'est rendu compte que quasiment tous les référentiels autour de ces soft skills, compétences transverses, etc., étaient en fait produites à partir des sciences de gestion et non pas à partir des sciences cognitives, en fait, c'est-à-dire des sciences visant à comprendre la façon dont l'esprit humain se construit et la façon dont les capacités humaines se construisent. Et donc, ça crée un certain nombre de problèmes de prendre tout par les sciences de gestion ou les sciences de l'éducation. C'est que finalement, on construit des référentiels qui consistent à définir la façon dont on aimerait que les gens se comportent, plutôt que de construire des modèles définissant les capacités que l'on souhaiterait que les individus développent. Et c'est vraiment très différent. Ce sont des approches assez radicalement différentes. C'est-à-dire que quand on est sur des référentiels qu'on peut appeler de compétences comportementales ou de savoir-être professionnel, si je prends la terminologie du ROM 4.0 porté par Pôle emploi puis France Travail, on est vraiment sur définir et poser dans un référentiel les comportements que l'on souhaiterait que les individus aient, parce qu'on a déterminé que c'est en se comportant comme ça qu'on s'insère bien dans la vie professionnelle, etc. Et nous, ça nous pose un petit souci d'aborder les choses comme ça, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on retombe un peu dans le même piège que d'avoir tout misé sur les compétences techniques, les savoir-faire métiers, etc. Puisqu'on se dit, bah tiens, maintenant, on pense que ce sont ces comportements-là qui sont les bons. Donc, orientons tout l'effort de formation vers ces comportements. Et nous, c'est vrai qu'on préfère aborder les choses par ce qu'on va appeler effectivement des capacités socio-cognitives. Donc, on est en train de réunir dans un modèle qu'on appelle modèle de capacité d'agir, qui est plutôt le fait d'orienter les efforts de formation vers le développement des capacités des individus à interagir positivement avec leur environnement et à pouvoir, parce que déterminés par eux-mêmes et s'entraîner en fait à faire évoluer leur propre comportement vers ce qu'ils estiment être bénéfique pour eux dans le contexte dans lequel ils sont. Voilà, donc ça fait plein de choses peut-être un petit peu compliquées, mais c'est vraiment la démarche qu'on cherche à avoir, justement pour être dans cette durabilité et non pas pour être dans le fait de répondre à des formes d'injonction qui sont de plus en plus présentes sur le fait qu'il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça.
dans l'ensemble des projets qu'on mène, on travaille notamment avec des grandes écoles d'ingénieurs, etc. Les demandes au début sont toujours, notamment dans le développement de l'alternance, des fins de cycle ingénieur en alternance, et où il y a vraiment des enjeux de comportement. C'est-à-dire qu'on a des étudiants, voilà, qui n'ont pas complètement terminé leur cursus, qui commencent à s'insérer professionnellement, et un certain nombre de retours sur voilà, des problématiques comportementales, sur des choses qui peuvent être des choses assez basiques, comme la ponctualité, le registre langagier, enfin des choses comme ça. Et en fait, les demandes initiales sont souvent, voilà, comment est-ce qu'on peut venir développer leurs soft skills, au sens, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils se comportent bien. Et nous, on essaie d'aborder les choses de façon plus durable, en se disant, mais en fait, plutôt, comment est-ce qu'on peut aider ces personnes qui sont en plein dans leur développement à s'entraîner, à mobiliser leurs capacités qui leur permettent de s'adapter à leur environnement. Et voilà, donc c'est une démarche qui est assez différente, y compris même d'un point de vue éthique, en fait. Oui, en fait, les approches de recherche dont tu parlais, elles sont assez normatives, c'est-à-dire elles doivent construire des cadres que derrière les protocoles de formation doivent dérouler, suivre et mesurer en tant que tels, quoi. Alors que vous êtes plutôt dans cette visée justement de donner les outils aux gens pour qu'ils s'approprient, pour qu'ils se développent eux-mêmes, pour qu'ils, je vais prononcer le gros mot d'encapacitation, d'empowerment, mais Ouais. c'est un peu ça la démarche, en fait. C'est ça, exactement. Peut-être pour en parler de manière concrète, je sais que, alors Christophe, vous êtes aussi dans le même type de démarche, hein, et vous avez développé un dispositif. Donc là, on va parler d'un cas concret, en fait. Comment on peut, avec ça, nourrir la construction des parcours et à la fois essayer de mesurer leurs impacts. Donc ce dispositif, il est à destination des demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous raconter les principes de sa conception et puis sa vie jusqu'à maintenant de ce dispositif ? Il n'y a pas de micro pour l'instant. Effectivement, sans micro, ça ne marche pas très bien. Donc voilà, je disais, je vais rebondir un petit peu sur le propos d'Alexandre pour faire la transition. Pour essayer d'imaginer, alors je vous l'explique à grosse maille, mais on imagine les mouvements de recherche d'un côté, et il faut imaginer ce que je peux représenter comme un organisme de formation opérationnelle avec des stagiaires devant lui et des projets professionnels qui doivent aboutir, etc. Donc on se situe vraiment dans mon propos au niveau de l'opérationnel. Pour reprendre cette logique des compétences qui sont attendues, je vais partir sur des exemples très pragmatiques. Hein. Je sais pas, je suis technicien, je vais installer et brancher les box chez le particulier. On va attendre de moi que j'enchante un peu le client, et on va attendre de moi que j'ai le sens du service. Si on définit le sens du service comme une attente bien concrète, on va mettre en place toute l'action de formation qui va essayer de développer cette compétence, alors que si on va être dans une logique de plutôt essayer de construire une tête bien faite, alors c'est vieux de 5 siècles bientôt, hein, une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. L'idée, ça va être de dire, voilà, comment tu peux accéder à ce sens du service. Est-ce que finalement tu vas, en pratiquant un accompagnement du client, un enchantement du client, en pratiquant tout ça, finalement, toi, individu, est-ce que tu y prends du plaisir? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu arrives à le faire? Donc l'idée, c'est pas de figer la compétence, le sens du service dans mon exemple, comme un dogme, mais bel et bien de porter l'individu à l'action vers cette compétence, quitte à ce qu'il n'y accède pas, et dans ce cas-là, il a un paramètre devant lui et il va chercher un avenir professionnel qui va ne pas la solliciter. Donc du coup, voilà, c'était pour dire que nous, concrètement, quand on est en formation, qu'on développe les compétences des personnes, l'idée, c'est d'être justement sur une approche pas dogmatique de la compétence, mais bel et bien d'aller atterrir sur comment je me mets en mouvement vers cette compétence, et in fine, comment je la développe ou comment j'ai du mal à la développer, et je vais exercer d'autres savoir-faire à d'autres endroits. Alors, plus concrètement sur le dispositif,
Nous, organismes de formation, donc concrètement et opérationnellement, quand on engage des cursus, donc je vous donne quelques chiffres pour avoir des repères. Globalement, en France, les statistiques nationales, il y a à peu près 54% de retour à l'emploi sur des formations certifiantes qui sont engagées par Pôle emploi auprès des demandeurs d'emploi. Si on voit la chose différemment, on se dit ben, il y a 46% finalement pour lequel l'aboutissement n'est pas là. Alors l'aboutissement n'est pas là, on peut identifier l'investissement financier là pour le coup des financeurs, ça peut être un drame. On peut imaginer l'investissement humain de la personne qui s'est engagée sur un parcours de formation pendant 8 mois et qui n'atterrit pas, c'est quand même un petit peu dévastateur. Donc du coup, voilà, on est parti de ce constat, ce premier constat. Ben, finalement, même quand on est performant, si on va à 70%, il nous reste 30% de personnes qui n'aboutissent pas. À côté de ça aussi, nous, on travaille pour faire en sorte que les publics soient en phase avec ce qu'on va dérouler comme formation. On travaille les prérequis, les positionnements, le sens du projet, tous les éléments de faisabilité, etc. Et malgré ça, si on part vraiment du terrain, le témoignage des formateurs finit toujours à peu près par dire ben, on a 10, 20, 30% de nos publics, de nos bénéficiaires en salle de formation qui peuvent comprendre mais ne sont pas dedans. Finalement, n'y voient pas l'intérêt, ne sont pas proactifs, etc. Et on est parti de ce sujet. On est parti de ces deux sujets. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec ces 46% pour lesquels il n'y a pas d'aboutissement et qu'est-ce qui se passe avec nos 2, 3, 4 stagiaires qu'on a en salle de cours et qu'on ne trouve pas dedans. Donc, du coup, on s'est dit, il y a un sujet. Dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, il y a eu l'opportunité de nous mettre des appels à projets devant nous, qui consistaient à dire, expérimenter des sujets qui vont avoir une vocation innovante. Donc, on s'est saisi de ces dispositifs qui sont financés par le PIC et là, en l'occurrence, le PRIC PACA nous concernant. Et donc, du coup, on est allé voir un petit peu des sujets alternatifs. On est allé se rapprocher des sciences cognitives pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la mécanique de l'individu et dans sa mécanique cognitive qui fait qu'on atterrissait sur ces situations. Et c'est là où, justement, on s'est rapproché de Humans Matter et on a compris, de par le terrain, j'ai envie de le dire comme ça, on a compris que finalement, la capacité d'agir, l'agentivité, le sentiment d'efficacité personnelle, tout ça était... tout ce concept que l'on peut mettre sous la capacité d'agir était dans un premier lieu une compétence. Le fait de l'avoir identifié comme compétence, et on parle effectivement ici plus de métacompétence, le fait de l'avoir identifié comme une compétence, ça devenait notre sujet. À partir du moment où c'est une compétence, la formation a vocation à développer les compétences. Donc, quelle était cette compétence? Une métacompétence, c'est difficile à la définir, mais la recherche avait déjà travaillé sur ces paramètres. Et c'est là où, justement, on a pu apporter des éléments opérationnels, concrets et délivrables. Donc, du coup, la première chose qu'il fallait en priorité, c'est une compétence, elle est diffuse en première instance. On voit bien que les gens ne sont pas en mouvement, mais comment on le définit, on ne sait pas. Et du coup, le premier travail qui a été fait par Humans Matter, ça a été de produire un test de mesure de cette agentivité. Ça nous permettait quoi? De positionner cette agentivité, de positionner l'évolution de cette agentivité et de positionner aussi l'évolution de tous les facteurs déterminants de cette agentivité. Du coup, cette mesure positionnement, suivi et mesure de l'évolution de la compétence. Donc, du coup, on partait d'une nébuleuse difficilement palpable à quelque chose qui devenait objectivable. Sur cette base-là, nous, en tant que pédagogues, on a mis en place tout un protocole pédagogique qui visait justement à développer toutes ces compétences et tous les facteurs de cette capacité d'agir, avec des postulats pédagogiques a priori, mais surtout avec l'outil de mesure qui permettait de vérifier la mesure d'impact.
Pour être assez concret, on a déroulé pas mal de parcours. À un moment donné, on a identifié que le soutien social perçu n'était pas assez fort. Ce même soutien social perçu qui n'était pas assez puissant générait du stress, etc., etc. Et du coup, freiner le développement de la compétence. Donc du coup, ça nous a permis de remodéliser, retravailler tout notre protocole pédagogique pour arriver, grâce à cette mesure, à la juste méthode pour développer cette compétence. Donc du coup, voilà. Donc du coup, là, cette expérience-là, le dispositif s'appelle Pouvoir Plus. Ce dispositif, donc, s'est concrétisé de manière très opérationnelle par une formation de 6 semaines et à destination de publics qui, principalement, finalement, ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ont des engagements incertains, ont bien des idées, mais tout est un peu flottant. Et du coup, en fin de compte, toutes ces personnes-là avaient des potentiels d'apprentissage, avaient des potentiels de projets professionnels aussi, ce qui est extrêmement important, mais n'avaient pas cette capacité d'agir. Donc du coup, voilà, on a modélisé la mesure, enfin en l'occurrence Humans Matter, on a modélisé la réponse pédagogique qui permet de développer cette compétence qu'est la capacité d'agir. Et donc, du coup, ça nous a permis de concrètement mettre en place un parcours de formation qui développe cette compétence. Alors, pour essayer d'illustrer le propos, hein, on a eu des publics éloignés de l'emploi entre 2 et 10 ans. Très concrètement, on a eu des publics qui avaient des parcours extrêmement chaotiques et je vais juste vous citer un exemple. Alors, il est évident que je choisis le meilleur exemple, mais enfin, il est suffisamment représentatif. Une personne premier accident de vie, un divorce, etc., un début de dépression. Ensuite arrive, c'est une vraie situation, donc les attentats de Nice, donc un traumatisme. Derrière ça, pour se reconstruire, arrive le Covid. Donc vous imaginez que le jour où il est arrivé chez nous avec 5 ans d'errance, c'était un peu compliqué pour lui. Pourtant, il avait un background, musicien, ingénieur du son, etc., etc. Mais voilà, mais 5 ans d'errance. Il est rentré dans le parcours Pouvoir Plus. Quelques jours après la sortie, puisqu'on prépare aussi l'accompagnement et la connexion professionnelle, ça c'est pour des points pragmatiques, il a décroché un CDI pour la mairie de Nice en tant que régisseur du son. Voilà. Donc du coup, la dernière chose que je veux dire par rapport à cet exemple concret de production qu'on a pu mettre en place grâce au rapprochement et à toute l'intelligence et tous les mécanismes des sciences cognitives et l'adossement avec les mécanismes pédagogiques, ce qui est important de retenir, c'est que dans cet exemple un peu fort, on n'est pas faiseur de miracles. On est juste finalement dans une méthodologie qu'on a pu installer dans une technicité depuis la dimension applicative des sciences cognitives jusqu'aux technicités pédagogiques. Et donc, du coup, au final, ça relève derrière cette impression de choses un petit peu fantastiques, de transformations un petit peu fantastiques. Finalement, ça ne relève que d'un travail qui a été opéré et dans un rapprochement qui est un peu moins maintenant aujourd'hui, mais qui était un peu insolite de ce rapprochement des sciences et des sciences humaines et sciences cognitives en l'occurrence avec le monde de la pédagogie. Voilà. Oui, et pour compléter effectivement là-dessus, je vous ai mis à l'écran effectivement la démarche voilà, qu'expose Christophe dans notre collaboration et dans tous les travaux que l'on mène chez Humans Matter, notamment dans le cadre de ce projet S1, mais j'en parlerai un peu plus en détail après. C'est effectivement pas une démarche qui cherche la baguette magique, mais plutôt vraiment d'appui et d'ancrage notamment dans les sciences cognitives, et plus précisément, je dirais même dans la psychologie cognitive et la psychologie du développement, où en fait il y a un fond de connaissances scientifiques et de recherche assez bien installé en fait depuis une grosse trentaine d'années, et qui de mon point de vue, moi je suis assez à l'aise pour le dire parce qu'en fait moi je ne viens pas des sciences cognitives au passage, je viens même de mondes très différents qui sont plutôt dans les étoiles en fait, enfin voilà, dans l'astrophysique et la physique du soleil exactement, et donc moi j'ai découvert ça il y a une grosse dizaine d'années
Et en fait, je suis toujours assez impressionné à quel point il y a de la connaissance, il y a des outils, il y a des méthodes, mais que en fait, voilà, ce pont avec la pratique ne s'est pas encore opéré. C'est un petit peu la mission que l'on s'est donnée chez Humans Matter. Et donc, en fait, tous ces outils de mesure, toutes ces approches qu'évoquait Christophe dans le projet qu'on a mené ensemble, ne sont que en fait des outils qui sont valides, qui proviennent de la recherche scientifique. Ce ne sont pas des choses qu'on a inventées pour l'occasion, mais bien des choses durables, du bien commun, puisque ça vient des publications scientifiques qu'on est venu assembler et amener les façons les plus ergonomiques possibles, on pourrait dire ça, directement aux bénéficiaires. Et ça, c'est vraiment une particularité de la démarche qu'on a menée, c'est essayer d'être dans une transparence la plus forte possible auprès des bénéficiaires, finalement, de ce qu'on venait évaluer chez eux et de comment ils pouvaient s'appuyer sur ces évaluations pour travailler à leur propre développement. Voilà, c'est une particularité assez forte de la façon dont on approche les choses. On n'est pas du tout à faire des évaluations un petit peu en mode boîte noire, quoi. C'est-à-dire on fait passer des questionnaires et puis à la fin il y a un score, mais plutôt on fait passer des questionnaires, les rapports sont explicites, on propose aux bénéficiaires de s'exposer au concept, même si parfois c'est dans un langage qui leur est abscon au début, mais justement ça fait partie du processus d'apprentissage que de pouvoir se confronter à des notions effectivement type le sentiment d'efficacité personnelle, les stratégies de coping, le soutien social perçu, etc. Donc c'est des choses dont ils n'ont jamais entendu parler. Mais justement, le fait de leur permettre de s'y confronter et donc d'apprendre sur eux-mêmes à partir de ces points de repère font que la démarche est très apprenante. Effectivement, bah, tu me fournis une transition vers là où je voulais vous emmener en fait maintenant. Donc en rappelant cette dimension active en fait des objets d'études, enfin des sujets d'études qui sont eux-mêmes donc des apprenants. Et en fait, donc dans le titre de la table ronde, on a parlé de co-construction, on a parlé de commun. Donc là, je pense que les gens qui sont avec nous commencent bien à comprendre en fait comment c'est un mouvement qui est apprenant des deux côtés. Donc oui, il y a des apports scientifiques, mais on les prend de manière constructiviste, c'est-à-dire qu'on va aussi pas chercher une applicabilité directe, mais des manières de faire qui sont adaptées à l'ici et maintenant, aux situations qu'on a, au contexte. Et donc, elles sont très différentes. Et c'est pour ça que ça s'appuie sur des communautés. Et en fait, je voulais vous lancer un petit peu sur cette approche par les communs. Parce que, alors, on parle beaucoup aujourd'hui de la théorie des communs dans tous les champs de la société. Donc, peut-être pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec ça, on parle de commun quand il y a une ressource partagée qui est reconnue par une communauté. Donc, pour qu'il y ait commun, il faut qu'on en ait conscience et qu'on s'organise pour en prendre soin, pour l'entretenir, pour la développer, pour la faire vivre et pour la diffuser. Ça peut être des choses matérielles ou non, et dans notre cas, on est plutôt sur de l'immatériel, justement, sur des communs de connaissances, donc gérées par des communautés qui sont apprenantes. Et ces communautés, elles sont basées sur l'expérimentation, sur le retour d'expérience, sur la documentation aussi, pour pouvoir diffuser et pour que ce soit réapproprié, formalisé et transformé, en fait, selon les cas. Et en fait, ce que vous faites tous les deux à des échelles et à des niveaux différents, c'est animer ces communautés-là. Je pense que vous qui nous écoutez là pour l'instant, vous avez peut-être cette envie aussi d'animer une telle dynamique. Donc, est-ce que Alexandre et Christophe, vous pouvez nous parler un petit peu par exemple du projet Essaim, parce que c'est celui qui nous rassemble et qui constitue un bel exemple de ça, en fait, de comment on anime ces communautés apprenantes, comment on les reconnaît et comment elles dialoguent avec l'extérieur, quoi. Autant pour faire rentrer que pour essaimer, faire ressortir. Oui, alors je vais reprendre la main, Christelle, là, sur la présentation, si tu veux bien. Voilà. Et effectivement, alors, je reprends la main. Ouais. Donc,
C'est bon, ouais. Donc, ce projet Essin, effectivement, alors, avant de rentrer dans la présentation, je suis obligé de vous montrer des logos, sinon après, je me fais disputer. Parce que donc, ce projet Essin voilà, est un projet sur l'appel à projet Definum, hein, qui est donc intégré au plan de relance de l'État France 2030. Et donc voilà, j'ai montré tous les logos de l'Europe, de la Banque des Territoires, etc. On ne me disputera pas. Voilà, et donc est mené par un consortium dont Humans Matter est chef de file. Et effectivement, la façon dont donc c'est un projet d'essaimage, comme son nom l'indique, et d'essaimage en fait de modèles pédagogiques et de pratiques pédagogiques innovantes pour ce développement des soft skills. Et donc, alors Florence, maintenant, je vais garder la main aussi si ça ne vous dérange pas sur voilà, cette présentation. Merci. Et donc, la façon dont effectivement, il n'y a pas de souci, Florence, je pense qu'on découvre tous un petit peu l'outil. Et puis, je le prends comme une source de vouloir découvrir tout ce qui se casse dans ce projet. Donc, je m'en sens flatté, merci. Non, mais blague à part, donc c'est un projet d'essaimage, c'est-à-dire c'est un projet qui consiste à chercher à déployer à grande échelle, alors on reste sur une échelle nationale pour le moment, on va dire, ces pratiques pédagogiques innovantes et robustes pour le développement des soft skills. On a en gros 3 grands piliers. Un pilier d'évaluation d'efficacité de parcours, on en a parlé avec Christophe et c'est ce qu'on a mis en œuvre ensemble sur le projet Pouvoir Plus. Une partie sur le design pédagogique, hein, donc on expérimente d'autres modes de conception de parcours, et puis la partie dont je veux parler là, qui est plutôt une approche de mise en réseau des acteurs autour de modèles communs et autour de communs, de ressources communes, comme tu le précisais, Estelle. Et la façon dont on organise ça, aujourd'hui, c'est en considérant en fait 4, on va dire, grandes communautés d'acteurs. Donc une première communauté qu'on va appeler d'ambassadeurs, hein, où on mobilise certains acteurs institutionnels, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, au niveau des entreprises, à des niveaux territoriaux, etc., pour faire en sorte que l'appareil de formation, de façon générale, se saisisse de ces sujets et qu'un certain nombre de financements de la formation se réorientent vers l'objectif de développer ce type de capacité. Ensuite, on a une communauté centrale, hein, dans ce projet, donc on appelle une communauté d'essaimeurs, dont vous avez d'ailleurs une représentante en tant qu'animatrice de cette table ronde, qui est vraiment le cœur de ce dispositif Essin. Donc on a pour l'instant 50 essaimeurs, c'était l'objectif qu'on s'était fixé pour le projet, et qui sont vraiment les personnes qui font émerger des projets dans leur propre écosystème, et que nous, à l'échelle du projet Essin, on va les soutenir. Donc on leur transmet de la connaissance et on les soutient dans le montage de leur projet et dans le déploiement opérationnel de leur projet. Une communauté de ce qu'on appelle de designers facilitateurs, donc certains peuvent être que facilitateurs, ils animent des parcours, d'autres conçoivent et animent, et à eux, on va mettre en main un certain nombre d'outils et de ressources pour pouvoir guider des apprenants dans des parcours propices au développement de ces capacités d'agir. Et une dernière communauté de partenaires d'expérimentation, donc de gens vraiment qui sont à la manœuvre, on va dire, sur des terrains d'expérimentation, dans les différents champs de la formation professionnelle, hein, donc le secteur emploi qu'évoquait Christophe, mais également l'enseignement supérieur, la formation continue en entreprise, etc., les formations en alternance, voilà, les écoles d'insertion, etc., qui se mobilisent aussi pour, elles aussi, monter des projets, aller chercher des sources de financement et pouvoir se saisir d'un certain nombre d'outils permettant de mettre en œuvre, et effectivement expérimenter et mettre en œuvre des nouveaux modèles de formation. Ensuite, la chose que l'on organise, en fait, c'est effectivement la mutualisation des ressources et des connaissances produites au cours de ces expérimentations.
Donc, on est en train de structurer tout un modèle autour de licences Creative Commons, avec différents niveaux de licences Creative Commons, avec un double objectif, en fait, un objectif de partage et de mise en commun, donc de publication, qui est un objectif d'ailleurs qui nous a été donné et qu'on a accepté sans problème et qui nous a été donné par l'État, mais également aussi un objectif en fait de protection de la propriété intellectuelle, parce que en fait les pédagogies sur lesquelles on est quand on parle de soft skills, des pédagogies souvent très expérientielles et où parfois l'idée même, enfin, où parfois la valeur d'une modalité pédagogique ou d'une expérience pédagogique tient dans l'idée de l'expérience elle-même. Enfin, je vais vous prendre un exemple qui est assez connu. Vous prenez ce qu'on appelle les marshmallow challenge, là, c'est-à-dire le fait de devoir construire une pyramide avec des marshmallows et des spaghettis. Dans certains contextes, ça peut être des expériences pédagogiques marquantes et propices au développement de certaines soft skills autour de la collaboration, etc. etc. La valeur d'une modalité comme ça tient, un, dans l'idée, et deux, dans la façon dont c'est mis en œuvre. Ce n'est pas, par exemple, un module e-learning où il va y avoir beaucoup de production et qui peut très difficilement être reproduit. Ça va être, voilà, la valeur tient dans l'idée et dans la façon dont c'est mis en œuvre. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir protéger ces idées et protéger les auteurs de ces idées, les créateurs de ces concepts d'ateliers, pour qu'il y ait des formes de redistribution de la valeur créée à partir de ces choses-là. Donc, c'est ça qu'on est en train d'essayer d'organiser pour effectivement créer des communs durables à partir de l'ensemble de ces expérimentations. Christophe, peut-être ajouter quelque chose sur les attentes concrètes en fait pour l'avenir, le futur du dispositif existant, mais peut-être d'autres aussi, et de mutualisation interacteurs aussi, parce que c'est sûrement ça qui est intéressant. Toujours même. Bon, décidément, j'ai une difficulté à prendre. Bon, voilà, c'est réglé. Je vais encore prendre cette approche très opérationnelle, très concrète, pour illustrer comment ces communs peuvent, enfin, comment ces initiatives, ces innovations, et effectivement, on est d'accord, Alexandre, on n'invente rien, on innove en fait. Comment ces innovations peuvent devenir des communs et des communs durables. Donc, je vais prendre un exemple encore très concret de ce qu'on est en train d'opérer aujourd'hui. Vous l'avez entendu, la capacité d'agir, une compétence. On a développé un parcours de formation qui développe cette compétence et qui va permettre d'outiller l'individu dans sa mise en marche vers le chemin de l'emploi. Donc ça, c'est le dispositif Pouvoir Plus qu'on a mis en place. En quoi ça peut devenir un commun et en quoi ça peut devenir un commun durable? Si on limite cette innovation à ce parcours, c'est une chose. Si ça a un bénéfice, c'est bien. Mais du coup, on nous a sollicité sur un autre dossier qui, cette fois-ci, ne consistait pas à développer cette compétence, mais consistait à adresser un sujet. Là, je parle des bénéficiaires du RSA. Je pense qu'on en entend tous parler dernièrement. Voilà. Donc, du coup, un sujet arrive sur la table de France Travail. Les bénéficiaires du RSA, comment les mobiliser, comment les engager, comment les accompagner pour leur lever les freins, et puis surtout, in fine, comment engager un retour à l'activité. Du coup, on a pris ce que l'on a pu modéliser dans le dispositif Pouvoir Plus comme une vraie matière, et cette matière-là, pour qu'elle devienne un commun, finalement, on l'a réinjectée, cette fois-ci, non pas dans un parcours de formation, mais dans un parcours d'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers le retour à l'activité. Du coup, c'est là où l'innovation devient un commun, c'est qu'on peut la reproduire dans un autre contexte et autour d'un autre sujet. Donc là, en l'occurrence, les bénéficiaires du RSA. Donc, on a modélisé un parcours d'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA dans lequel on a intégré la capacité d'agir comme fil conducteur qui va porter nos bénéficiaires. Mais c'est pas tout pour illustrer les communs. Nous avons donc dans le cadre de Pouvoir Plus, c'était un des lauréats
des différentes innovations et des différents appels à projets, mais il y a eu d'autres lauréats aussi. Et on a réuni très concrètement 10 autres lauréats sur des solutions remarquables et efficaces. On a réuni ces 10 autres lauréats en leur demandant finalement, dans la solution que vous avez apportée à un moment donné, est-ce qu'on peut y réfléchir? Est-ce qu'on peut en extraire des communs et les adosser à notre parcours d'accompagnement des bénéficiaires du RSA? Donc, on s'est retrouvé in fine, avec 13 lauréats autour d'un dispositif. Ce qu'on avait innové, qui peut atterrir sur un produit, est devenu un commun avec la capacité d'agir en fil rouge, mais toutes les autres contributions des autres lauréats viennent nourrir aujourd'hui le catalogue d'activités des bénéficiaires du RSA sur 2 axes. Un, développer les capacités inclusives, et l'autre, armer pour le retour à l'emploi. Et du coup, on est aujourd'hui 13 lauréats autour de la table, et chacun dans ses initiatives a pu apporter et transporter leurs innovations dans une logique de commun autour de ce sujet qu'on a adressé. Et pour moi, cette situation-là illustre bien l'intérêt de transformer un commun qui, si on le fait atterrir dans une logique individuelle. Moi, j'ai une structure et j'ose le dire, à vocation économique. Donc, du coup, finalement, ce que j'ai produit comme innovation peut atterrir sur un produit à vendre. Voilà. Oui, aussi, mais on peut aussi le transformer en commun. Et c'est l'exemple que je vous donne là-dessus. Et on a engagé comme ça 12 autres, en fait, au final, lauréats qui ont aussi mis leur innovation dans une logique de commun, et tout ça pour arriver à produire de l'efficacité rénovée, si je peux le dire comme ça, sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc voilà, donc moi je voulais illustrer ce propos-là concrètement sur le terrain, comment l'innovation devient un commun et vient nourrir tout ça. Après, sur le dernier sujet de commun durable, effectivement, on s'aperçoit que déjà le fait que ça sorte d'une seule action de formation, voire plus, de 6 semaines, et que ça peut se transposer ailleurs, c'est aussi une notion de concept durable. Donc voilà, donc du coup, c'est aujourd'hui extrêmement important que toutes les innovations produites, toutes les méthodologies ou quoi que ce soit, puissent être dans une certaine partie. Alors, Alexandre l'a identifié aussi en protégeant ses auteurs, en protégeant les investissements qui ont été opérés, mais comment une partie de ces innovations peuvent être étendues, soit agglomérées, et là on parle d'une recette finalement, des communs durables vont devenir des ingrédients d'une recette, et comment aussi, donc du coup, comment on réassemble ces communs en adressant un sujet, mais aussi finalement, cette initiative Pouvoir Plus, on l'a déployée en région PACA, comment, si elle a une vraie vertu, une vraie valeur ajoutée, comment elle se déploie au bénéfice de tous plus largement, et on parle de dimensionnement. Super, merci. Alors, je vois qu'il nous reste un quart d'heure sur l'atelier. J'avais envie de vous poser des questions un petit peu sur les difficultés, sur des conseils, des points de vigilance que vous voudriez donner, et aussi sur ce que vous attendez pour continuer. Mais peut-être on va commencer par donner la parole en fait à des gens qui voudraient entrer en relation, et puis peut-être que ça répondra aussi à ces questions. Donc vous tous, si vous avez des cas à partager, des situations, des questions sur ce qui vient d'être dit ou justement qui n'a pas encore été dit, vous pouvez prendre le micro directement ou alors taper dans le chat si vous avez des difficultés caméra ou micro quelconque. C'est toujours la première question qui est la plus difficile à avoir. Ou réaction, ou confrontation avec ce que vous vivez. Alors, Aude. Aude, vous voulez parler ou vous préférez qu'on lise votre question? Peu importe. Donc, un souci de micro, ok. Donc, elle crée des contenus soft skills depuis plus de 10 ans avec un volet innovation pédagogique. Elle commence à le vendre en partie et se demande comment ça peut devenir un commun.
Je veux bien commencer de répondre. En fait, moi, je pense que ça peut devenir un commun à partir du moment où, déjà, je dirais une évidence, une banalité, à partir du moment où c'est mis en commun, évidemment, et à partir du moment où ça se rassemble avec d'autres autour de quelque chose qui lui donne sens. Donc, bon, là, évidemment, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais c'est exactement ce qu'on était en train d'essayer de faire avec ce modèle de capacité d'agir, c'est-à-dire de donner du sens à tout cet ensemble de modalités autour des soft skills et de leur donner un sens le plus robuste possible, en fait, et le moins propriétaire possible, donc le plus commun possible. Et de notre point de vue, ça sera la clé. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on peut relier des initiatives individuelles ou singulières à une matrice commune, si je peux dire ça comme ça, ou à un modèle commun, alors ça devient un commun. Et effectivement, après, la forme de pari qu'il faut accepter de faire, c'est que la mise en commun sera plus créatrice de valeur que l'exploitation individuelle de sa propre ressource. Voilà. Mais ça, effectivement, on va dire qu'on est dans des modèles économiques dominants qui ne semblent pas être les plus incitatifs de cela. Mais bon, on peut avoir quelques convictions. Mais effectivement, en fait, c'est une question de modèle de création de valeur, en fait, oui, qui doit être plutôt multi-acteur et systémique que propriétaire et basé sur l'exploitation de quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est pas forcément vous qui allez créer le commun et faire commun. Peut-être vous allez être le bout de commun de quelque chose qui est déjà là, quoi. Tout à fait. Sachant que voilà, il y a des solutions juridiques c'est pour ça donc on investit les licences Creative Commons qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une licence Creative Commons ne veut pas dire c'est dans le domaine public, tout le monde en fait ce qu'on veut. Au contraire, ce sont aussi des modèles juridiques de protection des créateurs, tout en mettant en commun. Voilà, mais il y a un certain nombre on va dire d'options, de critères dans les licences Creative Commons qui régissent la possibilité ou non d'en faire une exploitation commerciale, la possibilité ou non de modifier, etc., etc. Si je peux rajouter un petit point aussi là-dessus, comment engager cette démarche, par rapport à ce que montrait Alexandre tout à l'heure au niveau des acteurs du programme S1, les SMR, etc. Je pense qu'effectivement, c'est pour chaque porteur de solutions, d'innovation ou autre, de se mettre dans une nouvelle posture ou en tout cas dans un nouveau questionnement. Est-ce que effectivement, j'ai plus intérêt à garder la propriété pour moi, en sachant que le monde bouge et bouge vite. Donc du coup, ce que j'ai produit aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore suffisamment durable demain et opérationnel? Ce que j'arrive à exprimer aujourd'hui, est-ce que ça sera entendu demain et concrètement acheté? Donc je pense qu'il y avait un véritable paradigme d'intégrer dans la démarche et dans la perspective économique qu'on pilote tous indirectement, en fait directement ou indirectement d'ailleurs, d'intégrer effectivement, si on prend une visée plus lointaine, si on pose qu'on a vraiment besoin de changer pas mal de paradigmes, de transformer, puisqu'aujourd'hui on est vraiment sur ce sujet-là, de transformer, là en l'occurrence un petit peu sur notre Zoom, c'est transformer l'appareil de formation, transformer l'écosystème emploi-formation de manière très large. Si on a ces enjeux-là, j'ai envie de le résumer sous une formule un peu simpliste, mais on n'est pas assez de fous pour relever le défi. En revanche, si on est assez de fous, on va peut-être arriver à le relever et créer les lendemains et finalement repositionner un nouveau monde sur lequel on va pouvoir opérer demain. Donc du coup, c'est vraiment une mise en perspective à moyen et long terme qui est vraiment le facilitateur. Et si on rentre dans cette mise en perspective moyen-long terme, on va développer concrètement et de manière très opérationnelle des démarches beaucoup plus partenariales. Et je pense qu'on ne peut pas exclusivement être sur des démarches partenariales, mais je pense qu'on peut consacrer un pourcentage de son activité, un pourcentage de sa vision, un pourcentage de ses orientations
orientation sur cette dynamique-là. Et on s'aperçoit très vite et assez vite qu'on a un retour sur investissement assez sérieux. Et je vais l'illustrer avec mes exemples que je vous ai donnés. Hein. Le deuxième parcours d'accompagnement des bénéficiaires du RSA Dynamique Plus n'aurait pas été possible. Et donc, du coup, on est sur des solutions très concrètes qui demain vont peut-être être achetées dans le droit commun, n'aurait pas été possible sans aller chercher cet agglomérat de communs. Et cette dynamique-là va finir par faire atterrir sur des communs durables. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'il y a un peu cette facteur de se mettre en dynamique partenariale avec une vision moyen-long terme. Donc, le message pour Aude, en fait, c'est effectivement pas hésiter à oser se rapprocher des partenaires potentiels, des collaborations potentielles pour jauger jusqu'à quel degré, jusqu'à quel périmètre d'ouverture, en fait, ils sont prêts à aller et vous aussi, vous êtes prêts à aller, quoi. C'est ça un peu le... Oui. Après, on a une question, alors justement, aussi sur la création de communautés, quoi, d'Antoine. Qui est salarié en tant qu'encadrant pédagogique. Comment faire naître du commun dans ce cadre-là? En fait, tout peut déjà être une question d'échelle. Donc, en fait, de peut-être déjà commencer des choses sur une échelle que l'on maîtrise ou sur une échelle sur laquelle on se sent en capacité de mettre en œuvre un commun. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je prends la parole au titre de ce projet Essaim auquel on a une forme de mandat pour le faire à l'échelle nationale. Mais cette logique, cette façon d'aborder les choses peut être faite pour moi à toutes les échelles en fait. Et notamment, il y a des choses très simples qui participent de créer un commun, qui peut être, voilà, si vous êtes encadrant pédagogique, je suis prêt à parier que vous avez des pairs encadrants pédagogiques et qu'il y a déjà la question de mettre en commun vos expériences, mais de les mettre en commun, voilà, encore une fois, d'une façon durable, c'est-à-dire pas uniquement se raconter vos expériences, mais voir comment vous pouvez leur donner un sens commun avec des caractéristiques communes, des traits communs, des modèles communs sur lesquels il s'appuie. Et à partir de ce moment-là, ça commence déjà à créer du commun, dans le sens où ça commence à créer des outils, des ressources que d'autres pourront utiliser et qui pourront donc circuler au sein d'une communauté. Mais voilà, il y a des questions d'échelle à prendre en compte. Voilà, on passe... on entend aussi beaucoup parler quand on est en innovation de passage à l'échelle. Et il me semble qu'il faut aborder ça au pluriel et plutôt de passage aux échelles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des échelles différentes de passage à l'échelle. La question du passage à l'échelle n'est pas uniquement la massification auprès de tous. C'est aussi une question de mise en mouvement des différentes échelles. Donc que ce soit avec ses pairs proches, au niveau d'un territoire, au niveau de plusieurs territoires connectés entre eux, jusqu'à des niveaux nationaux, internationaux, etc. Et peut-être, Antoine, il faudrait en connaître plus sur votre situation aussi, mais il y a vos étudiants aussi, les personnes que vous formez, qui sont aptes à nourrir le commun, parce que c'est eux les praticiens de demain, donc c'est eux qui vont diffuser, c'est eux qui vont s'approprier. Et en général, je ne sais pas si on est sur des gens qui sont adultes ou pas, mais d'associer en fait à la construction de commun les personnes qui vont construire plus tard leur CV, qui vont chercher des emplois, qui vont être les professionnels, c'est souvent une idée plutôt vertueuse, quoi. Ça crée la spirale, justement. Au niveau, si je peux me permettre un petit point de vue, au niveau d'une équipe pédagogique, pour essayer de transformer ça justement sur le niveau d'une équipe pédagogique, chacun a effectivement ses activités, les attentes professionnelles qui sont positionnées, etc. Mais on peut imaginer, alors j'essaie de l'illustrer de manière pragmatique, je sais pas si je vais être très très juste, mais
d'introduire une dynamique de réflexion, de benchmark, d'espace de discussion dans le cadre des pratiques pédagogiques va inévitablement, à un moment donné, faire émerger des initiatives tout à fait solitaires d'un formateur qui en mesure un impact, qui va pouvoir mettre ça dans le pot commun, voilà, qui va pouvoir être récupéré, qui va pouvoir être peut-être généralisé, modélisé et ensuite rediffusé. Donc du coup, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais à l'échelle d'une équipe pédagogique, c'est aussi créer des communs et des communs durables. Mais ça veut dire que ça nécessite des investissements. Ben, il faut créer ces espaces de discussion, il faut les structurer dans leur dynamique, il faut en étudier les résultats, poser les questions de l'essaimage d'une initiative interne dans une équipe pédagogique. Voilà. Donc du coup, c'est aussi une question méthodologique, mais effectivement, créer des communs durables, c'est opérationnel à tous les niveaux. C'est vraiment une logique d'investissement dans la démarche et c'est une logique aussi de structuration de la démarche de conception des communs. Alors c'est aussi vrai pour Essin que c'est vrai pour une nouvelle dynamique qui va s'installer dans une équipe pédagogique. Merci Christophe. Il est 28. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière intervention, question. Ou un mot de la fin de la part d'Alexandre ou Christophe, si personne d'autre n'a envie de prendre la parole. Est-ce que vous avez un message supplémentaire à faire passer, une invite à faire commun? Ouais, c'est ça. Bah, oui, l'invite, je pense qu'on l'a effectivement abordé. C'est celle effectivement je vais aller moi sur le sujet de la peur, quoi, c'est de pas avoir peur du commun, parce qu'en fait, on peut souvent avoir peur du commun en se disant finalement le commun va écraser les singularités. Alors que en fait, au contraire, généralement le commun, qui est très, enfin, le commun et la mise en commun, c'est quand même très différent de la masse et de la foule, quoi. C'est-à-dire qu'au contraire, le commun, il est là aussi pour valoriser les singularités, valoriser les contributions singulières et leur donner le plus de sens possible. Donc effectivement, pour moi, voilà, si j'avais un dernier mot à passer, un espèce d'appel, c'est en fait, il ne faut pas avoir peur du commun. On peut avoir peur de la foule, parce que la foule, elle écrase les gens et tout. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur du commun. Le commun, au contraire, il donne du sens à ce que l'on fait chacun à nos niveaux. Effectivement. Et l'exploitation de ressources a toujours une fin. On est sur un truc descendant. La croissance se casse toujours la figure à un moment, alors que la dynamique d'apprenance collective, elle peut ne jamais avoir de fin, quoi. Et moi, si je voudrais juste rajouter un petit mot aussi dans les intentions, y compris de ces échanges. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des défis assez significatifs à relever, depuis le bien-être professionnel jusqu'aux tensions de recrutement, jusqu'à la stabilité sociétale, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être dans une posture réactive et proactive en même temps. Aujourd'hui, on est dans des fenêtres de travail et d'expression professionnelle qui, si on est proactif, nous permettent de soulever des sujets et de lancer des initiatives. Donc, je pense que moi, aujourd'hui, si j'ai un message à passer, il faut vraiment essayer de se dire pourquoi on ne tenterait pas ça et pourquoi on n'irait pas là-dessus et pourquoi on ne ferait pas, et y compris jusqu'à aller voir des financeurs qui, aujourd'hui, financent ces initiatives. Donc, du coup, c'est un petit peu une dynamique proactive et aussi, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un volet réactif. Dès lors qu'on identifie quelque chose qui est intéressant, on a peut-être quelque chose à partager inévitablement. Donc voilà, donc du coup, dans cette question d'essaimage et de dimensionnement, je pense que moi, encore une fois, je repars sur des situations concrètes qui m'appartiennent. Aujourd'hui, il y a ce parcours Pouvoir Plus. J'ai envie de le mettre sur la table et que à Bordeaux, à Paris et à Lyon, on vient de me dire, tiens,
tiens, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc., etc. Voilà. Et j'ai envie aussi demain matin que quelqu'un me dise, tiens, voilà, vous avez pensé un truc comme ça, mais moi j'ai un autre sujet, et est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Alors je suis un peu pragmatique, mais c'est cette vraie invitation que je pense qu'on a besoin de mettre en œuvre chacun pour créer ces communs et finalement aboutir à une véritable transformation de notre écosystème. C'est une très belle conclusion qui reprend notre titre. Anne-Laure, je ne sais pas si on te laisse la parole pour clore la séance. Oui, je peux terminer en vous disant un grand merci à tous les trois et à chacun de vous ici sur les petits fauteuils dans notre salle virtuelle pour votre participation. Et je vous invite à aller regarder la suite de la programmation du festival et n'hésitez pas aussi à partager vos retours par mail, à partager vos apprentissages sur les réseaux et voilà, à faire parler du festival autour de vous. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Estelle. Merci.